Vous voulez me présenter? Voilà. Voilà. Alors, C'est pareil, il faut que vous preniez un micro. oui, merci. Donc, merci d'être venus à tous. Voilà, donc pour cette présentation du livre Sauvons les primates, écrit par Brice Lefaux et illustré par Jean Wollenschneider, des éditions Belin. Voilà, donc je vous laisse la parole, hein, Brice, et ensuite il y aura une pause de questions pour tous. Merci. Bien, merci beaucoup. Je suis le premier de la journée. C'est toujours difficile. Merci à Science en Livre de m'avoir invité à parler de ce livre qui est un petit bébé pour moi. C'est le premier livre que j'ai écrit. Sauvons les primates. D'entrée de jeu, c'est pour ça que j'ai voulu mettre cette illustration. Il y aura peu d'illustrations dans cette heure que nous allons passer ensemble, mais je voulais mettre celle-ci. Sauvons les primates, c'est sauvons-nous, nous-mêmes, hein, nous sommes des primates bien sûr, et sauvons parce qu'il y a une notion d'action collective où chacun a une responsabilité, sans en avoir forcément la culpabilité, on a une responsabilité dans le fait de sauver les primates qui sont extrêmement menacés. Moi, petit enfant, à peu près à ton âge, j'étais passionné de singes. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être parce que je les voyais aller dans les arbres, et je les pensais libres, jouer, etc. J'étais passionné par ces singes-là et toute ma vie finalement, lorsque je regarde à travers mes études d'écologie, de virologie ou de vétérinaire, parce que je suis vétérinaire de formation, je crois que toujours le primate a été présent. Donc je regarde maintenant en arrière et je vois que finalement toute ma vie a été parsemée de ces primates. Et quand je regarde ce frère, là en face, qui nous regarde droit dans les yeux, ils ne sont pas nombreux à nous regarder droit dans les yeux. Moi, je vous regarde dans les yeux parce que j'attire votre attention. C'est très, très... Alors, on pourrait dire la particularité de l'homme. Je viens de passer une semaine aux sociétés francophones de primatologie. On a parlé beaucoup de ce que c'est que la particularité de l'homme. Et on va arrêter de dire homme, d'ailleurs. On va dire humain. Parce qu'il manque l'autre moitié, sinon. Et donc, dans ce livre, j'aborde ça. J'aborde cette notion que lorsqu'on regarde un primate dans les yeux, on se voit nous-mêmes. Cette diversité des primates, d'abord c'est un taxon qui est très très large. On parle de Ouistiti qui fait à peine 500 grammes, donc 200 grammes Ouistiti, à ce beau silverback d'eau argentée qui fait 200 kilos. Et pourtant ils sont cousins très proches, on partage énormément de gènes en commun, en termes phylogénétiques. On s'est séparé du chimpanzé qui est notre plus proche parent il y a 6 millions d'années, des gibbons il y a 12 millions d'années, c'est finalement à l'échelle de l'évolution tout petit. Donc on partage un même patrimoine, ce qui fait qu'on se reconnaît très bien et que c'est finalement assez accessible de comprendre un primate non humain et parfois plus aisé qu'un primate humain. Donc cette diversité-là, elle est extrêmement menacée aujourd'hui. On a 6 primates sur 10 qui sont menacés d'extinction, donc, et qui sont soit en danger critique, dans les 25 ou 30 prochaines années, si rien n'est fait, l'espèce, l'ensemble des populations sur la Terre disparaît. C'est quand même assez fort. Ça fait à peu près 18% de ces primates-là. Je prends l'exemple du gibbon de Hainan. Tout le monde connaît l'île de Hainan, c'est une île chinoise. Ils sont 35. 35 gibbons de Hainan sur l'île de cette île-là. Bon, si ça continue comme ça, ils vont s'éteindre. Le gibbon à favoris blanc, dont je m'occupe au niveau des parcs zoologiques européens, le gibbon à favoris blanc du Nord, on estime à 500 à peu près, dans des forêts qui sont extrêmement exploitées par la chasse. En Asie du Sud-Est, ils consomment énormément toutes sortes de primates pour des raisons médicales, donc ils font de la médecine traditionnelle chinoise ou pour la consommer, ou encore pour l'avoir chez soi, parce qu'il est devenu très très à la mode de montrer qu'on est puissant, qu'on est riche. C'est un signe de fort rang social lorsqu'on a un animal domestique sauvage chez soi. On fait la même chose chez nous avec les serpents, hein, c'est pareil. C'est la même idée qui pousse l'humain à faire ça. Donc cette notion en fait de danger extrême, on l'a connue aussi avec le gorille. Je pense que le gorille des montagnes, tout le monde le connaît. Il est là, hein, d'ailleurs. Et alors, il y en avait 500 dans les années 90. Donc, il était en danger critique d'extinction. Et c'est une grande victoire qui montre aussi que l'écotourisme peut faire des choses positives. C'est que malgré la guerre, parce qu'il y a eu quand même une guerre terrible au Rwanda, et le génocide associé, et malgré les difficultés que rencontrent
l'Est congolais, Kinshasa, avec notamment le Nord Kivu et le Sud Kivu qui sont en guerre permanente à cause de nos portables, parce que tout le monde cherche les terres rares et à s'approprier les mines, parce que ça devient très cher. Le prix du lithium est devenu extrêmement cher, donc ça devient rentable de faire la guerre et tuer les gens pour acquérir des richesses. Eh bien, malgré tout ça, aujourd'hui, ils sont 1000. C'est-à-dire que les gardes dans les parcs nationaux au Rwanda notamment, ont permis en fait de préserver ce gorille-là. Et pourquoi ? Parce que quand vous voulez voir un gorille, ça vous coûte 3000 €. Voilà. Alors c'est un tourisme de luxe, certes, mais ça a permis en fait de sauver ce primate de l'extinction. Et puis, du coup, on oublie le gorille de Grauer, qui est celui qui est un peu plus dans les plaines, toujours à l'est, mais qui, lui, est de plus en plus menacé justement par les mêmes problèmes de perturbations liées au social et politique au niveau du Congo. Donc cette notion de danger, elle est présente, vous la connaissez. Je ne vais pas tous les faire, mais il y en a beaucoup. 6 sur 10, ça fait beaucoup. Certaines espèces sont complètement inconnues. Si je vous parle du singe de Holloway, personne ne le connaît, et pour cause. C'est une espèce en fait les seuls qui s'intéressent à cette espèce et qui donc ont développé des programmes de conservation dans la nature, ce sont les parcs zoologiques, voilà, et dont le parc zoologique que je dirige, qui est le parc zoologique et botanique de Mulhouse. Nous avions la responsabilité de cette espèce au niveau européen. On s'est dit, mais combien il en reste dans la nature ? Voilà. Donc on s'est intéressé à un jeune primate. On cherchait des personnes au départ, donc c'était, je vais appeler ça la conservation à l'ancienne. Donc on cherchait quelqu'un local qui pouvait faire les recensements. On trouve un jeune primatologue qui venait de finir sa thèse à l'université de Cocody, qui travaille pour le Centre suisse de recherche scientifique à Abidjan, qui s'appelle Inza Koné. Et Inza Koné est parti avec une équipe essayer de repérer où il y avait les derniers singes de Holloway. Malheureusement, il n'en a pas trouvé beaucoup, excepté dans la forêt des marais de Tanoé, qui est au nord-est de la Côte d'Ivoire. Et du côté ghanéen, ils ont trouvé aussi au sud-ouest, donc en fait à la frontière c'est la rivière Tanoé, ils ont trouvé aussi une petite population de singes de Holloway. Et il y en avait déjà très très peu. Alors que faire ? Nous, on n'a pas eu grand-chose à faire, si ce n'est de juste dire à Inza, mais il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire, vous, ivoiriens. Et donc, comme il était universitaire, il y est allé avec des sociologues, dont sa femme, des anthropologues, et ils ont commencé à réfléchir, ils ont commencé à poser des questions aux gens. Pourquoi ? Quelle relation vous avez avec la forêt ? Donc il y a les bons djinns et les mauvais djinns. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les traditions africaines, mais notamment il y a le djinn de la fertilité. Donc dans la forêt, il y a ces arbres où les femmes rentrent dans la forêt pour espérer avoir un enfant quand elles ne peuvent pas en avoir. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Puis en même temps, il y a le mauvais. Il y a celui qui, si vous l'embêtez, peut venir vous maudire à vie. Donc cette forêt, elle avait une dimension spirituelle, elle avait une dimension économique très forte, parce que les gens dépendent en fait de la forêt. Ils font de la culture de l'huile de palme, cette si mauvaise vie. Enfin, oui, on dit qu'elle a une mauvaise image, mais elle vient de ce bassin-là, elle vient de Côte d'Ivoire. Et donc eux, ce sont des petits producteurs de petites quantités, mais ils en vivent. Et pour ça, ils vont dans la forêt, ils ont tendance à couper la forêt. Bref, on était en 2006. Et depuis 2006, ils ont fait 10 ans de projets, notamment communautaires, c'est-à-dire que les Ivoiriens, suite aux questionnaires et aux études anthropologiques, ont développé tout un programme où ils ont essayé de former des associations dans les villages qui regroupaient tout le monde. Alors quand je dis tout le monde, je vais être militant, j'en suis désolé, mais notamment les femmes, parce que dans la conservation, le levier principal qui nous permet d'agir et d'être forts, ce sont les femmes, parce qu'elles pensent aux autres, et donc forcément et à demain. Et donc comme elles prévoient et qu'elles pensent aux autres, ça correspond avec la conservation. Vous ne verrez que très très peu de primatologues hommes dans ce livre. D'abord parce que c'est une réalité, à 90% je dois être un des rares, mais parce que c'est les plus efficaces, voilà, il faut le dire. Au-delà d'être plus intelligentes, elles sont en plus efficaces. Donc, et c'est pas c'est après réflexion que je dis tout ça. Donc, voilà, c'est comme ça. On a d'autres atouts. Mais, et donc, du coup, ces organisations villageoises se sont elles-mêmes interconnectées en association intervillageoise de gestion, AIVG,
Et ils ont mis 10 ans à construire ça. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu des bas, des hauts, il y a eu des débats, il y a eu des mots. Ça a été compliqué. Ils ont remis 10 ans de plus, en même temps, en parallèle, pour délimiter la forêt. C'est-à-dire, est-ce que ce petit bout de terrain, il est à toi? Non, c'est mon arrière-grand-père, c'est la tante de ma mère qui m'a dit que... c'est compliqué là-bas, la terre, parce qu'il y a des droits séculaires qui existent et en même temps les droits nouveaux qui arrivent. Et donc c'est compliqué. Mais ils ont réussi à résoudre ce problème-là. Et grande victoire, décembre 2021, le petit Inza, qui est devenu le professeur Inza Koné, devenu directeur du Centre suisse de recherche scientifique, obtient du gouvernement un décret qui fait la première réserve naturelle volontaire de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la forêt des marais de Tanoé est gérée par les communautés. Et ça s'est passé de la manière suivante. C'est des Ivoiriens qui ont fait à l'ivoirienne, pour des Ivoiriens, de la conservation de leur espace. Et c'est ça, en fait, le futur. Ce que je veux dire par là, c'est que si on s'intéresse, c'est d'abord on s'intéresse aux citoyens. Et les citoyens locaux, ils ont pas... Nous, on n'a rien à amener, si ce n'est des idées, peut-être. Mais c'est ce qu'on fait dans les congrès, dans les colloques. C'est ce qu'on va partager là ensemble. Des idées. Et puis de la volonté. Quand je vais sur place, moi je dis que je suis un catalyseur. C'est-à-dire que j'arrive, je repère des choses, je mets en connexion, je fais rencontrer des gens. J'ai des expériences passées au Laos, à Madagascar, Brésil, Guyane. Et ces expériences-là, Indonésie, donc je peux les partager. Et ça donne une ouverture d'esprit. Et plus on est ouvert, plus on est efficace en conservation. Et donc... c'est pour moi un exemple, donc je le ressors et je vous en parle, et en même temps, je le raconte dans le livre. Vous avez les données, hein, vous avez les 420 millions d'hectares qu'on a perdus entre 90 et 2020. Hein, c'est la surface de l'Europe qu'on a coupée en forêt. La forêt, c'est l'habitat des primates. Donc si on coupe la forêt, il n'y a plus d'habitat pour les primates. C'est 230 tonnes de viande de brousse, où dedans on retrouve de l'éléphant, ce qui est déjà bizarre, mais aussi des primates, en vente à métro Château-Rouge à Paris. 230 tonnes par an de viande de brousse qui vient que de Centrafrique. On ne sait pas le reste. Et ça a été estimé, c'est calculé. Et ouais. Et donc la personne qui arrive avec de la viande de brousse, on lui dit « Ah madame, c'est interdit. » Ah, désolé alors. Bon, on vous le saisit alors, hein, et puis il ne faut pas le refaire. C'est tout. C'est-à-dire qu'on ramène un gramme d'herbe plutôt euphorisante et sympathique, et on se fait arrêter et mettre en prison. Et par contre, on ramène de la viande de brousse, on vient de tuer sans s'en rendre compte. Le problème n'est pas le chasseur. Hein. Le problème, c'est le système commercial qui en est fait. Vous allez d'ailleurs peu m'entendre parler de coupable. S'il y a un grand coupable, on va dire que c'est l'humanité dans son globalité, c'est le système économique dans lequel on est. Mais je ne veux pas culpabiliser. Je ne veux pas vous culpabiliser parce que vous avez acheté des meubles en tech ou vous avez consommé de l'huile de palme ce matin et que donc vous avez participé d'une manière ou d'une autre à la déforestation parce qu'en fait, on ne peut pas éviter, entre guillemets, cela. Maintenant, les méthodes globales qu'on essaye de mettre en place, je pars du très local avec Inza Koné pour revenir à du plus global, et où nous, on a une action très forte, parce que nous sommes des privilégiés, parce que nous avons le droit à la parole à travers nos votes, parce que nous sommes riches de pouvoir s'exprimer et de pouvoir nous opposer. Donc nous avons une responsabilité dans ce domaine-là, c'est au niveau de ce que nous achetons. 36% de la déforestation tropicale vient en fait de notre consommation européenne, citoyens européens. Ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas les gouvernements. Nous, citoyens européens, nous consommons 36% de forêt primaire. C'est beaucoup, hein, quand même. Enfin, et quand on sait ça, on voit les éléments tout de suite que l'on peut faire. Il y a un mot que je ne peux plus utiliser, qui est le terme de sobriété, donc je ne veux pas l'utiliser. C'est dommage d'ailleurs, parce qu'il était bien, mais il est devenu politique. Alors que c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'il faut consommer moins de tout. Et le premier élément, alors c'est quoi qui tue les primates à votre avis, dans cette forêt tropicale? Ouais. Et d'où vient la déforestation? Ouais. Lesquels? Ouais. Alors l'huile de palme en premier? L'huile de palme, c'est connu pour être un peu le grand méchant de l'histoire, mais il y a aussi plein de cultures. C'est quoi la principale à ton avis? Celle que tu connais en tout cas? C'est l'huile de palme. L'huile de palme, c'est celle dont on nous parle le plus souvent. Très bien.
80% de la déforestation importée, c'est lié aux produits oléagineux et aux huiles, effectivement. Et dans ces 80%, seuls 17%, c'est pas beaucoup, hein, c'est l'huile de palme. Et c'est quoi la grande majorité? C'est une autre huile. Enfin, c'est pas que l'huile d'ailleurs, c'est d'autres produits. Je dirais de l'huile, non, l'huile de tournesol, c'est assez local, il me semble. Oui. C'est le soja. Eh ouais. Le soja avec l'Amazonie et l'Amérique du Sud. Et on utilise le soja chez nous, en Europe, essentiellement pour nourrir nos vaches et nos... Moi, je suis amapien. Je mets en place mes principes de vie. J'ai habité pendant longtemps dans une maison en bois, chauffée au bois local. En Alsace, on peut faire ça, c'est génial. Donc, c'est le bois autour qui... Bon, je suis amapien. Amapien, c'est maintien de l'agriculture paysanne. Donc, en gros, je consomme local. Le circuit court, c'est ce qu'il y a de mieux. Les vaches que je consommais, parce que je consomme encore de la viande, étaient nourries avec du soja d'Amérique du Sud. Quand vous prenez du soja, il peut être bio. Le bio, ça fait rien en fait, parce que si le soja il est bio mais qui vient d'Amérique du Sud, l'empreinte carbone elle est aussi importante d'une part, et surtout encore une fois, si vous participez, voilà. Le bio c'est pas forcément local. Le bio c'est qu'on n'a pas utilisé de pesticides et que on a fait une agriculture, responsable. Ça dépend des régions, mais assez pas forcément écologique, mais sans pesticides et voilà. Tu l'as dit, pas forcément écologique. Et donc on en revient à nos primates. Et donc aujourd'hui, en fait, la meilleure action que vous avez à faire si vous sauvez des primates, vraiment, hein, c'est arrêter de consommer de la viande ou en consommer beaucoup moins. Et alors je suis encore une fois pragmatique et surtout, je viens d'un milieu qui n'était pas très favorisé. C'est pas à ceux qui n'ont rien à manger ou qui n'ont pas d'argent de faire des efforts. C'est à ceux qui en ont de faire des efforts. Ou en tout cas, tout le monde doit en faire, mais de façon proportionnée. On ne va pas demander à un jeune étudiant qui n'a pas le sou de ne pas acheter une viande hachée bon marché. Tu es d'accord? Tu as le micro là, tu ne veux plus le lâcher. Ok. Tu n'es pas obligé de dire quelque chose. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. Merci. Et donc, du coup, là, pour en revenir à cette notion d'huile et de déforestation dite importée, on est les acteurs de cette... on peut agir là-dessus. Voilà, en consommant moins de viande. Alors, moins de viande, j'ai calculé, je crois que c'est 6 steaks de 150 grammes. Si les 66 millions, il faut refaire le calcul, et si vous le refaites, je vais certainement me tromper, je crois que c'est 200 000 têtes de bovins qu'on a en moins. Quand j'étais jeune véto, dans les années 90, et que j'allais en campagne, moi, je trouvais des troupeaux de 35, c'était la moyenne. Je suis un citoyen du monde, hein, je suis allé un peu partout, mais là où j'ai beaucoup aimé travailler, c'était dans la Manche avec les Normandes. J'aime beaucoup ces vaches. Et donc, j'aime beaucoup les agriculteurs là-bas. Et donc, j'étais avec ces Normandes, et c'était des troupeaux de 35, 40. Et moi, je n'ai pas vu, parce que je suis parti dans la médecine zoologique, la faune sauvage, l'écologie, la biologie de la conservation. Donc, j'ai suivi des copains, mais je ne me rendais pas compte. Aujourd'hui, c'est des troupeaux de 100. Ils ont fusionné énormément et puis ils développent pour gagner la même somme d'argent qu'avant, parce qu'elle coûte de moins en moins cher. Enfin, il y a donc quelque chose qui est vraiment lié, où nous, là, on peut agir, parce qu'on a la responsabilité de pouvoir le faire. Et puis la deuxième chose, c'est tout ce qui vient de, finalement, le bois. On se dit, tiens, le bois, du bois de teck bio, qui vient d'Indonésie, bah non. Enfin, si c'est du bois de teck qui est vendu 2 €, je dis n'importe quoi, à la chaise, dans un supermarché, et si c'est vraiment du bois de teck, bah forcément, ça ne vaut pas 2 €, parce que on va le voir 200. Et si en plus on veut qu'il soit certifié comme quoi il n'a pas eu d'impact sur la forêt primaire ou sur la forêt qui n'a pas eu de déforestation, bah la certification a un coût aussi. Et donc je vous invite, c'est très, très, très simple. Il y a plein d'applications, je les ai notées dans le livre. Il y a plein d'applications qui permettent en fait de voir l'impact que ça a au niveau de la forêt. Il y a un truc que j'adore, c'est on va tous reforester. Ouais, génial. Et donc on a des grandes campagnes marketing pour ça, acheter 10 arbres plantés. Et c'est vrai. C'est-à-dire que je fais de la reforestation à Madagascar avec un programme qui s'appelle l'AECL, l'Association européenne pour l'étude et la conservation des lémuriens. C'est la seule association qui s'occupe des lémuriens aux yeux turquoises, qui sont magnifiques. C'est ce que je vais retrouver là. Et ces lémuriens aux yeux turquoises, ils sont moins de 1000 sur Terre. Et ils sont dans la nord-ouest de Madagascar, sur la péninsule de Sahamalaz.
Et donc, sur cette péninsule, on l'a redécouvert en fait en 1983. On pensait qu'elle n'existait pas. Il y a un groupe franco-allemand. Alors, toutes ces photos, c'est pris dans notre zoo. Et même, je peux vous dire que c'est Sidoine et c'est César. Voilà. Donc, ce lémurien aux yeux turquoise, qui est assez fantastique, il a été redécouvert en 1983 par une étude. Dans les années 80, en fait, il y a eu plein de chercheurs qui ont cherché plein d'espèces à Madagascar et on ne les a pas encore trouvées. Il y a encore plein de zones blanches à Madagascar. Alors, je dis découvert, mais ce n'est pas découvert, en fait. C'est découvert pour la science. Hein. Les Malgaches, ils le connaissaient depuis longtemps. Et donc, ce lémurien aux yeux turquoise, dans le nord-ouest de Madagascar, il vit dans une zone extrêmement fragmentée. La forêt très, très abîmée. Il y a eu une exploitation par des Italiens de pierres semi-précieuses. Les gens sont pauvres. Ils font la culture sur tavis, c'est-à-dire qu'ils mettent le feu pour pouvoir amender les terres. C'est le grand drame de Madagascar. Et ça met le feu aux forêts, en fait. Et donc, comme ils n'ont rien à manger, ils ont tendance à couper la forêt pour l'exploiter. Donc, par exemple, quand on veut chauffer à Madagascar son riz, de l'eau pour le riz, hein, c'est la base de l'alimentation à Madagascar. L'énergie qu'on a disponible, c'est pas le gaz, c'est pas l'électricité, c'est pas le gaz naturel, c'est pas le pétrole, c'est pas le solaire, c'est le bois, le charbon. Or, il n'y a pas de mine de charbon à Madagascar, donc ils font du charbon de bois. Et pour faire du charbon de bois, il faut couper des arbres. Donc finalement, le grand drame en fait à Madagascar, c'est que cette pauvreté endémique qui est depuis maintenant la population est passée de 2 millions à 27 millions entre 1950 et aujourd'hui. Elle casse tout. Je finis juste là-dessus et aucun problème, au contraire. Et donc ce lémurien qui a été redécouvert, on pensait qu'il avait disparu. Donc il y a eu des prélèvements de fait avec une convention en fait avec le gouvernement malgache et on en a placé dans un parc zoologique qui était spécialisé dans la reproduction des primates, qui est celui de Mulhouse. Et donc on l'a reproduit. Il y a une petite population maintenant européenne dans les parcs zoologiques. Et surtout, l'engagement qui a été pris, c'est que cette association de parcs zoologiques, la EECL, conserve et aide à préserver le lémurien dans la nature. Et on est la plus ancienne des ONG présentes sur site, puisqu'on est présent depuis les années 80. Or, la plupart des ONG, en fait, soit sont arrivées après, soit sont reparties. On est une des plus anciennes à s'occuper de ce lémurien. Et aujourd'hui, on peut dire que sans l'intervention du parc zoologique et botanique de Mulhouse, et notamment des scientifiques de la communauté zoologique, ce lémurien, dont vous ne connaissiez absolument rien, je pense, il aurait disparu. Alors, c'est intéressant parce que comme en plus il est mignon, les gens en fait, qui le voient dans le zoo disent « Ah, il est mignon, c'est quoi ?» Et alors, ils vont voir c'est quoi, et en fait, ils s'aperçoivent qu'il est en danger. Et c'est ça aussi l'autre rôle qu'ont les parcs zoologiques, c'est la notion, au-delà de préserver une assurance pour le futur avec des populations, c'est de pouvoir sensibiliser les gens. Et quand nous, on reçoit 350 000 visiteurs, on peut dire que même si on ne les sensibilise pas tous, on y arrive finalement à atteindre assez rapidement 1 million de visiteurs. Et encore une fois, au final, qui en parlerait si c'est moi ce matin ou nous dans le parc? Voilà, personne n'en parlerait. Ce lémurien, aujourd'hui, il est sauvé. C'est un parc national, Samala. C'est devenu un parc national après être devenu une réserve de biosphère. Les populations, nos actions là-bas, cantine scolaire, paiement des salaires des enseignants, construction de puits, construction et rénovation des écoles, jardin, j'en reviens donc à ma reforestation, et jardin en fait de végétaux, enfin jardin pas botanique, mais tout ce qui concerne la production de légumes dont ils n'ont pas absolument l'habitude. Donc ça, c'est notre action principale, 80 000 € par an pour faire ça. Et on fait aussi de la reforestation. Donc on a 17 pépinières communautaires qui produisent des petits plants. Et c'est là où ça devient rigolo et je peux témoigner. C'est qu'on produit 80 000. Je pourrais dire on reforeste 80 000 arbres par an. Mais pour y aller régulièrement, je vous assure que quand je vois le résultat, je fais ouh là 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 là. On a réussi à avoir 10 hectares à peine en 10 ans. On est nul. Voilà. Mais parce que il faut être honnête, c'est pas parce qu'on produit une plantule qu'elle devient un arbre adulte. C'est pas parce que vous avez acheté 2 € plus cher un produit et que vous avez donc permis la production de cette plantule que ça va devenir un arbre derrière. Et si vous voulez donc faire attention à ça, et vous pouvez le faire, il y a un site internet qui s'appelle Global Watch, Forest Global Watch, qui est génial, parce que là, vous avez en fait l'évolution des forêts. C'est une association trans, il y a plein de gens différents dedans, et c'est très précis, c'est par image satellitaire, et ils arrivent à déterminer en fait le taux de déforestation, d'impact anthropique sur les forêts, etc., assez finement.
Et moi, ça me sert d'outil. C'est-à-dire que quand je vois un programme de reforestation, moi, je regarde l'historique de cette forêt, je regarde si vraiment c'est efficace. Et puis, ça dépend de ce qu'on replante. Donc aujourd'hui, et on l'applique maintenant à la ECL à Madagascar, il existe des programmes de reforestation efficaces. Ça ne peut pas être des monospécifiques, c'est forcément plusieurs espèces. C'est basé sur l'agroforesterie. Donc s'il y a un message qu'il faut que vous reteniez, c'est 1, vous pouvez agir. 2, c'est le communautaire qui doit fonctionner, c'est-à-dire ce sont les communautés sur place qui doivent être soutenues. Et 3, la meilleure façon de sauver les primates, c'est de faire confiance à l'humain. L'agroforesterie est l'avenir, je pense. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on peut développer une agriculture de subsistance, on peut aussi développer d'autres produits en vente, comme le cacao, comme le café. Et en même temps, on crée en tout cas un habitat possible pour la diversité du vivant. Et dans tous ces éléments-là, si vous voyez un truc, et je vais m'arrêter ici, je n'ai pas beaucoup parlé des gouvernements, des machins, des bidules, parce que je pense moi réellement que la clé de tout ça, c'est le citoyen. C'est le citoyen au sens l'acteur de la cité, qu'il soit dans un village, en Afrique, à Madagascar, au Brésil. Je n'ai pas parlé, mais il y a tellement d'exemples. Et voilà, c'est citoyen. Et les actions existent, et il y en a des très efficaces dont je parle. Et puis je parle, oui, de mon métier aussi, parce que forcément les pathologies sont très décriées aujourd'hui, notamment sur la notion de bien-être animal. On pourra en discuter, mais ce n'est pas l'objet, je pense, de ce livre. J'en parle parce que justement, je donne des éléments dont personne ne sait ce qu'on fait. Et encore une fois, dans cette société francophone de primatologie où j'en ai parlé, j'ai un collègue africain qui me dit les autres en séance, et je dis viens voir ce que nous faisons, et peut-être qu'il y aurait une compréhension. En fait, si on n'explique pas ce que l'on fait, forcément les gens ils peuvent pas adhérer. Voilà. Mais aujourd'hui, je peux dire avec fierté et très honnêtement que lémurien aux yeux turquoises et le singe de Holloway, sans le parc où je travaille et la communauté des parcs zoologiques européens, n'existerait pas. Ou plus, en tout cas, sur Terre. Voilà. Je suis ouvert à toutes les questions. Pardon. Vous avez dit que de 1950 jusqu'à aujourd'hui, la population de Madagascar a été multipliée par à peu près 10. Je suppose que les lémuriens aux yeux turquoises n'ont pas eu cette augmentation de manière proportionnelle. Et une deuxième chose, c'est que ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire, ça ressemblait beaucoup aux histoires des orang-outans qu'on entend souvent, de l'histoire des déforestations en Indonésie et tout ça. Et ça ressemble assez parce qu'on parle de l'île de Palme, on parle de singes et on parle de déforestation dans les deux cas. Et c'est aussi dans deux pays en voie de développement. Du coup, ce sont deux situations qui se ressemblent assez. Alors, ça m'amène à un commentaire. Moi, j'ai du mal à dire qu'aujourd'hui, l'Indonésie est un pays en voie de développement. C'est un pays développé. Ils ont des zones rurales très, très reculées, mais c'est un pays qui est très développé. Si tu vas à Jakarta, tu vas voir que c'est assez développé. Trop, d'ailleurs. Mais oui, similitude des menaces, similitude des moyens qui pourraient intervenir. Grande différence, c'est l'aspect culturel humain. Un exemple, chez les Batéké, et c'est un peu vrai dans toute la Centrafrique, les Batéké, c'est un peuple qui vit à côté des bonobos et qui les protège. Et ben chez les Batéké, et pourquoi ils ne les mangent pas alors que la plupart des autres ethnies le mangent, parce que chez les Batéké, le bonobo, et c'est un peu pareil dans toutes les ethnies, il faut quand même l'avouer, mais eux ils le respectent, dans la cosmogonie, dans la construction de leur monde, à l'origine en fait, il y avait les humains et ils étaient dans la forêt. Et une divinité leur a demandé de payer un tribut, de leur donner quelque chose pour qu'ils améliorent leur niveau de vie. Et donc les humains ont été récompensés et ils ont pu aller dans un foyer, donc dans un village. Ils sont protégés des animaux sauvages de la forêt, qui est dangereuse. Et puis il y en a qui n'ont pas payé le tribut, qui n'ont pas donné ce qu'il fallait. Et eux, ils ont été, entre guillemets, ils sont restés là où ils étaient. Et c'est les bonobos. Donc ça veut dire qu'un Batéké, il considère le bonobo comme son ancêtre. Vous avez les singes hurleurs, c'est considéré comme des chamans devenus fous. Les singes hurleurs en Amérique du Sud. Donc le lien en fait entre primates et humains a toujours existé.
D'accord ? Aujourd'hui, moi, je fais la chasse et je m'amuse beaucoup. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, dans votre journée, ne pas croiser soit une image, soit un nom qui ne fasse pas référence aux autres primates. Bonobo, c'est une marque de fringues. Maki, c'est une marque de fringues. Alors, les trois singes, c'est une bière. Mais, désolé. Mais bon, bref, où vous alliez, il y a cette image du primate, parce qu'on a un lien particulier avec eux. Et il est différent dans les différentes ethnies, même s'il existe, ce qui fait que le mode d'action, en fait, il n'est pas le même. Je ne peux pas parler à un Indonésien des actions, on ne peut pas faire les mêmes actions en Indonésie qu'en Côte d'Ivoire. Même si les menaces, finalement, c'est la perte de l'habitat, sont les mêmes. En Indonésie, pour parler des orang-outans, les orang-outans s'accommodent très très bien des huiles de palme. Ils sont dedans, ça va. Donc tout le monde dit, ah ben c'est bon, on a sauvé l'image, c'est-à-dire que les champs d'huile de palme, finalement, même s'il y a quelques images des fois de ces feux qui tuent des orang-outans, bien sûr, mais ils arrivent à vivre dans les champs. Et donc tout le monde dit, c'est ok, ça va aller, ils vont s'habituer. Sauf qu'on a oublié les gibbons, on a oublié les macaques, qui eux ne s'habituent pas et qui disparaissent aussi. Donc oui, au niveau planétaire, et on n'a qu'une seule planète, les problèmes sont peut-être les mêmes. Et vous avez vu que c'est pas qu'une question, c'est pas que les méchants ils sont pas dans leur pays, hein, c'est pas nous non plus, c'est vraiment quelque chose de plus global, quoi. D'autres questions, tout aussi pertinentes? J'ai pas parlé d'un truc, il faut que j'en vous en parle. C'est pour le vendre que je dis ça. Ce livre, en fait, et la première image le montre très bien, je raconte des histoires, comme je viens de le faire, mes histoires de 22 ans de vadrouille pour préserver les singes. Et en fait, je voulais absolument un catalyseur pour ça, quelqu'un qui m'aide à l'écrire, mais sans l'écrire, mais qui m'aide à me concentrer dessus. Et j'ai un ami, en fait, qui était graphiste, designer, avec qui je travaillais dans le terme du boulot, mais qui aussi est devenu un ami. Et en parlant, en fait, il dessinait. Il faisait des petits croquis. Et je dis, bah, tiens, ce serait intéressant, est-ce qu'on ne peut pas travailler? Donc, on a eu des grandes discussions comme ça, où je racontais mes aventures. Et au fur et à mesure que je racontais mes aventures, bah, il a dessiné. Je vais vous montrer un dessin en particulier. Page 36. Il y a des trucs sympas. Vas-y, parle le tout. Il y a un dodo dessus, c'est ça? Ouais. Pourquoi celui-là? Mais en fait, à travers les primates, j'aborde la 6e grande extinction de masse, le changement climatique, l'anthropocène. J'aborde ces éléments qui sont actuels de façon beaucoup moins poussée que les collègues qui vont en parler aujourd'hui, mais parce que les primates, on peut les décliner dans tous ces domaines-là. Donc le dodo. Merci. Alors attendez, il faut que je retrouve cette image parce qu'elle est très forte pour moi. Alors je m'adressais à Jean. Un matin, à 4 heures, on vient me chercher. Je suis dans la forêt, justement, chez les Batékés, en pays Bolobo. Tiens, pays Bolobo. Et on vient me chercher, il est 4 heures. On a à peu près 20 minutes de 4x4. On descend du 4x4, on est tous fatigués. Et on marche, en fait, une demi-heure, 3/4 d'heure. On ne se rend pas très bien compte. Et puis on s'assoit, et là, le guide nous fait chut, chut. Donc on se tait. Les premières lueurs du soleil commencent à passer à travers la fondation des arbres. Et dans la forêt, c'est assez étonnant parce qu'on est peut-être en pays tropical, mais il fait froid le matin. Et on est un peu frigorifié comme ça. Et on entend quelques mouvements dans les feuilles dès que les premiers rayons du soleil arrivent. Donc on lève tous la tête. Et là, en fait, on voit une forme, vraiment c'était une forme humaine. Un humain qui sort d'une espèce de broussaille et qui a du mal à marcher, donc il tient à 4 pattes sur la branche comme s'il était un peu... Et puis il se pend par les arbres, et là il fait des pompes avec ces arbres, comme ça. C'est bizarre. Donc on dit rien du tout, on est vraiment subjugué par ce qu'on voit, puis après on voit un petit jeune qui, hop, sort d'un autre... Il y a un autre tas de branches, là, il sort, et hop, aussitôt il se fait rattraper. Donc c'était un petit enfant, comme s'il commençait à courir, et la maman le reprend par le bras, le remet dans le nid. On était en train d'assister au réveil d'un village de bonobos.
Alors je dis village à propos, parce que tous les soirs, ils construisent un nid dans les arbres. Et tous les matins, ils se réveillent. Et c'est le réveil du village. Le premier qui s'est levé avant tout le monde, parce qu'il sait qu'il va avoir du mal toute la journée et qu'il faut qu'il fasse ses étirements du matin, c'est le plus ancien. Et effectivement, toute la journée, on l'a suivi. Et toute la journée, on l'a vu en galère pour aller d'un arbre à l'autre. Voilà. Alors, il se faisait aider de temps en temps par un jeune, mais il avait du mal. Et donc, le matin, il se levait plus tôt. Et c'est ce que disait le guide, tous les matins, il fait ses étirements. Et puis après, les bébés, les bébés qui sont tout fous, hop, j'ai faim, je veux sortir aller manger. Ah non, tu attends parce qu'il n'est pas encore l'heure. Les ados qui s'engueulent, les mâles qui forcément veulent s'accoupler avec tout ce qui traîne. Enfin bon, c'était un réveil d'un village humain finalement. Et quand je parle d'ombre et que j'ai vu des humains, je vous assure que ça faisait 15 ans que je faisais de la primatologie. J'étais ému aux larmes parce que c'était des frères de. Enfin, on aurait pu les. Voilà, ce sont nos frères. Et en faisant ce dessin-là, j'y étais. Et à partir de là, en fait, tout le livre est ponctué de ces images liées à nos discussions. Et il a une manière extrêmement forte dans son coup de crayon et dans ses couleurs qu'il utilise pour faire ressortir la troisième dimension, parce qu'on vit dans une troisième... Nous, on est en 4 dimensions, mais nous, primates, on est en 3 dimensions, c'est important dans notre développement. Et donc, il fait ressortir sur une 2D, une 3D, et puis beaucoup d'émotions. Voilà. Et il fallait absolument que je rende hommage à Jean, parce qu'il devait être là aujourd'hui, mais il n'est pas là. Oui, ça, c'est donc les dessins pour justement transmettre l'émotion, mais aussi vos récits personnels. Et, alors, je sais pas, la maladie est dedans, les zoonoses et les anthropozoonoses, c'est ça. Moi, il y a un témoignage qui m'a beaucoup ému, c'est l'histoire de ces ouistiti qui sont décimés par une maladie. Vos recherches, en fait, pour connaître l'origine, etc., c'était intéressant de suivre cet aspect scientifique, en fait, non? On discutait juste avant votre démarche. Vous parlez de l'herpès. Ouais. Oui, c'est une histoire qui est très triste parce qu'elle démontre que finalement l'ignorance des êtres humains, ils pensent être omnipotents et le plus fort de tous. Et des fois, dans une démarche purement amicale et vouloir aider, c'est-à-dire je donne un petit morceau de pomme à un petit animal, ils ne se rendent absolument pas compte qu'ils vont tout casser. C'était en parc zoologique, donc je commençais ma jeune carrière en parc zoologique dans un parc qui s'appelle Douai-la-Fontaine dans le Maine-et-Loire. Je vous invite aussi à le visiter, ça fait 2 zoos que je cite, mais qui sont très bien. Et en fait, un été, on m'appelle, et c'est vrai que c'était assez étonnant. Moi, j'étais très surpris. Je trouve un petit animal en anisocorie, c'est-à-dire les yeux qui ne sont pas la même chose, en nystagmus, il tourne les yeux en permanence, et puis avec des troubles de l'équilibre, pour qu'en fait, il meure dans les heures qui suivent, malgré les soins. Et donc, je fais l'autopsie, je ne trouve pas vraiment grand-chose. Et alors, oui, je décris cet épisode-là parce que je décris la vie d'un véto de zoo, où en fait, on est en permanence en alerte. Même en tant que directeur, comme je suis encore veto sur le zoo de Mulhouse, j'ai mon toki avec moi, et je peux avoir une discussion avec un mécène ou avec un politique, etc. Mais j'ai le toki, et je sais au moment où j'entends l'intonation de la voix d'un soigneur s'il faut que je tende l'oreille ou pas. Parce qu'on doit agir tout de suite, immédiatement. Ce petit tamarana, il meurt. À l'autopsie, j'ai donc pas grand-chose. Et ce qui se passe, c'est que dans les jours qui suivent et dans le mois qui suit, j'en ai de plus en plus qui meurent dans le groupe. Jusqu'à la fin, perdre le groupe en entier. Ce qui était un peu remarquable et qui m'avait attiré l'attention, c'est qu'ils avaient des petits ulcères sur les lèvres et sur la joue. Et ça, ces petits ulcères-là, ces petits boutons d'ulcères, c'est assez caractéristique d'une maladie qui peut être soit la poxvirose, mais chez les singes d'Amérique du Sud, il y en a très peu. Donc la poxvirose, vous en entendez parler. Monkeypox, pardon. Aujourd'hui, vous en entendez parler. Mais ça peut être aussi finalement l'herpès. Donc on allait jusqu'au bout des analyses. Donc comme il y avait des symptômes neurologiques, on a prélevé des éléments du cerveau. C'est Antoine Gessin, qui est un spécialiste de l'herpès, et de son équipe qui ont fait le dépistage et qui ont en fait fait des PCR pour retrouver un herpès. Donc c'est un herpès qui l'a tué et qui a tué tout le groupe. Pourquoi ? Parce que l'herpès, il va dans la salive. Vous le savez, hein, les herpès labiaux, simplex 1. Il va dans la salive, et dans les salives, en fait, tous les primates s'épouillent, se toilettent en fait, mutuellement. C'est un signe social très fort, et ça permet d'entretenir l'hygiène. Donc, en fait, ils se contaminent tous les uns les autres au fur et à mesure.
Et cet herpès simplex que l'on trouve, ben, c'est un herpès simplex humain. Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un a voulu être gentil avec ce petit Ouistiti, a donné à manger un petit morceau de pomme ou autre chose, sauf qu'il avait un herpès. Et qu'il a tué, donc, c'était une quinzaine. Voilà. Et ça se repasse dans la forêt. Quand vous faites de l'écotourisme, quand vous allez notamment en Malaisie et qu'on vous fait venir des singes, ou vous allez juste dans un temple hindou ou bouddhiste, et vous avez des singes qui sont là, puisqu'ils sont protégés par la divinité, et ben, en fait, vous êtes vite tenté de faire un selfie, vite tenté de les avoir sur vos bras ou s'ils viennent, et en fait, vous les mettez en danger. Et vous mettez en danger. Il y a 150 maladies qu'on se transmet mutuellement. Donc voilà. Il y en a une qui est radicale, l'herpès B. Alors toujours dans la famille des herpès, en fait, il y a des grandes familles comme ça qui ont évolué avec leurs hôtes. Ce qui fait que le virus herpès, il est très affilié. Nous, l'herpès simplex 1 ou 2, donc le génital et le labial, voilà, dans l'espèce humaine, parfois il peut provoquer une encéphalite, mais la plupart du temps, il provoque juste des lésions cutanées ou muqueuses. Pour ce qui est d'un transfert vers une autre espèce, même proche de nous, donc chez les chimpanzés, ça va encore, parce qu'on partage vraiment beaucoup. Mais dès que vous allez dans un groupe qui est proche de nous, mais qui en même temps est assez éloigné, comme les singes d'Amérique du Sud ou encore les macaques, c'est une catastrophe. Et ça fait des encéphalites, puisque ce sont des virus qui vont vers les neurones. Et alors du coup, c'est pareil à l'inverse. C'est-à-dire que les macaques d'Amérique d'Asie, ils ont un herpès qu'on appelle l'herpès B ou l'herpès des macaques. Et il y a 40 humains qui sont morts. Voilà. Des vétérinaires, des biologistes qui, en manipulant du sang contaminé, sont morts de ça. On finit sur la mort, c'est nul. Hein. Alors du coup, peut-être rebondir sur comment... parce que vous stockez éventuellement vous maintenez les populations dans les eaux, c'est ça, mais il y a aussi tout un programme scientifique derrière pour éventuellement aller plus loin et augmenter la biodiversité, parce que quand il y a 35 individus, c'est vraiment limite. Hein. Donc, Alors 35, mais au-delà d'être limite, il faut être honnête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 2 parcs zoologiques qui ont employé un biologiste des populations, le zoo de Prague, qui est un énorme zoo, et le zoo de Mulhouse. Donc c'est vous dire à quel point on est investi dans la conservation et dans vouloir faire les choses correctement. Et en biologie des conservations, 35 individus avec 8 fondateurs, la population n'est définitivement pas viable. Donc ça veut dire que dans 100 ans, on ne pourra plus réintroduire. Mais est-ce que la réintroduction est le seul objet d'avoir des espèces en parc zoologique ? Non. Donc il y a le rôle d'assurance, hein, c'est ça, c'est-à-dire nous préservons un potentiel génétique qui pourrait être introduit si c'est nécessaire et lorsque ce sera possible. Sur certaines espèces, on ne peut pas le faire, ok. Mais encore une fois, sans cette espèce-là, dans les parcs zoologiques, il n'y aurait pas de levée de fonds et on n'aurait pas de fonds, on ne pourrait pas préserver. Donc ça, c'est un premier levier. Le deuxième, c'est aussi la sensibilisation des visiteurs qui viennent. C'est 22 millions de visiteurs en parc zoologique. Lorsqu'il y a une campagne européenne, c'est 140 millions de visiteurs qui sont touchés. On a fait une campagne sur Sauver Madagascar, une campagne sur la viande de brousse, une campagne sur sur les singes d'Asie. Lorsqu'on fait des campagnes de ce type-là, on touche potentiellement 140 millions de visiteurs. Trouvez-moi même un média, ça n'existe pas, qui peut peut-être Instagram, mais il faudrait montrer ses fesses tout le temps pour avoir 140 millions de visiteurs. Enfin voilà, ça serait biaisé comme ça serait pas vraiment. Mais trouvez-moi un endroit, un lieu où ensemble, de façon commune, on décide de parler de la même chose en même moment. Moi, je ne connais pas. Voilà. Et je trouve que ça, c'est une grande force qu'ont les parcs zoologiques, qui sont des sites touristiques, certes, mais qui du coup, utilisent le moyen pour donner du sens à ce qu'ils font, en tout cas pour les zoos progressistes dans lesquels je travaille. Alors justement, je me suis posé une question, parce que pour que les animaux se sentent bien, j'ai appris grâce à des étudiants ici qu'on enrichissait leur environnement. Et je me suis demandé si c'était possible de faire une sorte ou ça se fait peut-être, de recherche participative où les visiteurs proposent des challenges et voir si ça marche ou pas. Ben, c'est déjà fait. Donc nous, on a développé une application, alors ce n'est pas les visiteurs, mais ce sont les soigneurs animaliers, qui ne sont pas scientifiques, mais qui peuvent implémenter, donc rentrer des données sur leurs animaux,
avec des catégorisations en fait, qui ont eux été faites par des scientifiques sur le comportement. Et l'objet, c'est justement de rester assez objectif, mais de pouvoir rentrer les données plus fréquemment et plus quotidiennement pour voir l'évolution du bien-être. Et après, c'est catégorisé selon les 4 domaines physiques et le domaine mental qui nous permet d'accéder à une notion de bien-être. Beausoleil et Mélior, 2013. Et donc, cette méthode-là, en fait, elle existe un peu partout. Nous, la particularité, c'est qu'on a développé une application, donc l'interface est très ludique, et les soigneurs adhèrent très facilement, donc font les choses. Donc ça, c'est fait, le suivi du bien-être. Et ensuite, la science participative, c'est un grand domaine au niveau du muséum d'histoire naturelle. Et à la ménagerie du Jardin des Plantes, ils sont en train de développer une application où justement, l'idée, c'est de donner une tablette et on va demander aux visiteurs de eux aussi donner leur avis sur... Alors pareil, avec une catégorisation définie au préalable, de donner leur avis sur ce qu'ils voient dans l'enclos. C'est assez rigolo. Et surtout, je pense que ça peut être source de... Je suis pour l'évaluation, je suis pour la remise en question permanente, parce que je pense que ça peut nous donner, nous, des bons éléments d'amélioration. Ils évaluent le bien-être qu'ils perçoivent des animaux, c'est ça ? Ouais. Ah oui. Mais avec des catégories. C'est ça qui est rigolo, c'est-à-dire que quand on connaît certains comportements, on se doute pas que c'est pas bien ou c'est bien. Oui, c'est ça, oui. Parce que là, au début, c'était regarder le gorille dans les yeux. Mais en fait, j'ai une amie qui est ethnologue. Elle me dit, oula, j'ai croisé son regard. Il a fallu que je fasse comme ça, des choses pas possibles pour rétablir le contact et apaiser la situation. Le regard direct, dans toutes les espèces animales, excepté chez l'homme, c'est pas pour attirer l'attention, c'est pour menacer. Ça s'appelle gazing, là, le gazing comme ça. Donc c'est une menace. Et oui, on apprend, nous, à scanner. C'est-à-dire, en fait, on regarde quelqu'un sans regarder dans les yeux. Hop. Ça existe chez les humains. Hein. Il y a des gens qui n'arrivent pas à regarder dans les yeux. D'accord, merci. Pardon. Des questions ? Pardon. Vous parliez de forêt, de déforestation avec les primates. Donc pour les sauver, il faut préserver cette forêt primaire. Et du coup, les meubles en tech sont donc pas forcément très bons, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous pensez du coup des forêts qui sont gérées durablement pour justement produire ce bois qui va servir à faire des meubles ? C'est l'avenir. Je pense que c'est comme l'huile de palme. Aujourd'hui, la Malaisie elle ne serait pas à ce niveau de vie s'il n'y avait pas eu le développement du pétrole vert, de l'huile de palme. C'était leur objectif, c'est d'avoir quelque chose qu'ils pouvaient revendre et faire en sorte d'améliorer les conditions de vie. Tout le monde cherche à améliorer ses conditions de vie. Et donc aujourd'hui, on n'aura peut-être pas assez, mais il faut essayer d'optimiser ce qu'on a en réduisant la consommation finalement, pour ne pas aller en chercher plus. C'est-à-dire que continuer la déforestation serait dramatique si on continue au même taux auquel on est en train de le faire. C'est simplement que ça coûte moins cher d'aller couper une forêt primaire et d'y planter des palmiers que de faire plus durablement. Maintenant, vous allez encore une fois, vous allez dans les forêts des marais de Tanoé, au Grand Bassam, etc. Vous avez des agriculteurs qui font de l'huile de palme depuis des siècles, au moins un siècle. Et donc, ils renouvellent leurs champs, etc. Et ils le cultivent de manière assez raisonnée, durable. On n'est pas obligé de faire des monocultures. Ça, ce sont finalement les grands groupes. Ils sont allés plus loin en Côte d'Ivoire, parce qu'Unilever, en fait, qui avait une filiale qui s'appelait Palme CI, Palme Côte d'Ivoire, qui existe toujours d'ailleurs. Ils sont amusés, Palme CI, à venir tranquillement assécher les marais, parce que c'était des marais, couper les arbres et commencer à installer une culture, un grand champ, en fait, en 2008. Ils ont commencé à faire ça en plein trouble politique. Ce qu'ils ont fait, les agriculteurs, c'est qu'ils avaient un contact, ils cherchaient des gens qui pouvaient parler à leur place et ils ont contacté les seules personnes qu'ils connaissaient, qui étaient les parcs zoologiques, notamment nous. Et on a fait une pétition dans tous les parcs zoologiques européens. Et en fait, on a récolté 25 000 signatures. 2008, c'était avant les réseaux sociaux. Mais on l'a envoyé au Conseil de l'Europe, en précisant, et au gouvernement français, en précisant ce qui était en train de se passer, que c'était une terre qui n'était pas la leur et qu'ils étaient en train d'exploiter, etc., etc. Et le Conseil de l'Europe, immédiatement, a fait pression auprès du gouvernement ivoirien en disant là, c'est pas possible ce que vous êtes en train de faire, et on se retire de certaines histoires, certainement pas
On était encore dans la France-Afrique, hein, donc je ne pense pas qu'il soit retiré. Mais en tout cas, il y a eu une pression qui a été faite et le gouvernement ivoirien a appliqué la loi, c'est-à-dire ils ont viré Palm CI. Ça, c'est la grande histoire qui a permis de souder les villages autour du projet de on va gérer notre forêt, nous. Moi, je crois il y a les Confecciones para la Conservación en Bolivie, il y a les réserves privées au Brésil. Vous pouvez acheter des terres au Belize, que vous redonnez aux communautés. Je pense que c'est un des avenirs de la préservation des espèces, ces gestions durables par les communautés, par les citoyens. Et pour la reforestation, parce que vous parliez aussi du fait que vous faites des plantules qui potentiellement peuvent devenir un arbre ou pas. La question, c'est un arbre, ça met du temps à pousser. Donc concrètement, quand on déforeste, au niveau de l'échelle humaine, est-ce que réellement c'est efficace ? Là, vous parlez en fait des différents réseaux trophiques qui puissent exister entre une forêt primaire et une forêt secondaire exploitée. Il y a urgence en fait. Moi, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que j'adore Francis Allais, mais si l'idée c'est qu'on attend d'avoir une forêt primaire, on n'a plus le temps, quoi. Donc oui, si on arrête de rien faire, en fait, la meilleure façon de préserver, c'est d'arrêter de faire quoi que ce soit. La nature revient d'elle-même. Mais je pense qu'il faut aller plus vite que ça, parce que la reforestation, encore une fois, je ne sais pas si j'ai bien été clair, elle n'aide pas que la biodiversité, elle aide aussi les êtres humains. C'est-à-dire qu'en fait, il faut considérer qu'il y a des besoins, et ces besoins, on doit les couvrir. Et même si on doit tous diminuer, notamment nous qui sommes riches et privilégiés, on doit vraiment diminuer notre impact, et donc consommer beaucoup moins, d'autres ont besoin de bois. Et donc justement, j'en viens à ma troisième question. Au niveau de la consommation, vous parliez de consommer moins de viande. Je suis pour à fond. Par contre, le moins consommer de viande, ça m'interroge toujours de savoir c'est quoi exactement moins consommer de viande. C'est j'en consomme une fois par semaine, j'en consomme une fois par mois. C'est le nombre de têtes de bovins que ça a comme impact. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de si vous mangez, si vous diminuez dans l'année de 6 steaks à 150 grammes, ce qui n'est vraiment pas énorme, hein, et si tout le monde fait cet effort-là, c'est 200 000 têtes de bovins en moins en France. C'est bien. Et c'est en fait dans cette notion-là qu'il faut essayer de faire. Est-ce qu'on fait assez ? Certainement pas. Est-ce qu'on peut mieux faire ? Définitivement, j'en parle en fait. Hein. Tout le livre est ça. Bien sûr qu'on peut mieux faire et bien sûr qu'il faut faire plus. Mais au moins faisons-le. C'est-à-dire que les freins qu'on peut avoir, et qui sont souvent liés à la culpabilité, ou alors je le dénie, je ne veux pas voir, je profite tant qu'il y en a, c'est pas des bons leviers. Donc ce que je veux, c'est simplement qu'on ait conscience, qu'on est responsable et qu'on peut faire des petits trucs qui, si on les fait tous, marchent bien. Et bien sûr qu'il y a des choses qui sont du domaine de l'international, des choix politiques qui sont forts. L'huile de palme, cher jeune homme, qu'on importait en France, à 70%, on ne la consommait pas. Elle était dans nos réservoirs. Le biocarburant, il faut qu'on arrête d'enlever ce mot de biocarburant. Ce n'est pas des biocarburants, c'est des carburants organiques à base de plantes. Mais ce n'est pas bio du tout, ce n'est pas positif. Biocarburant en français, ça fait presque gentil, quoi. Alors qu'en fait, c'est une catastrophe. Parce que c'est pareil, le soja aussi. Enfin, on utilise ces huiles parce qu'on est dans une société encore de fossiles, quoi, d'énergie fossile. Bien sûr, oui, non, mais et c'est pour ça qu'on écrit des bouquins. C'est pour dire, regardez autrement, c'est donner un autre angle de vue sur l'idée d'avoir des primates et de parler de ces primates-là, c'est parce qu'en fait, ils sont proches de nous et qu'on peut s'identifier et que du coup, on peut voir le lien direct entre ce qu'on peut faire et l'effet que ça peut avoir sur les populations. Oui, alors je vois qu'il y a encore des questions. Peut-être très court, ou c'est après à la dédicace que les échanges peuvent se continuer. Parce qu'en fait, après, on doit libérer pour l'autre intervention. Donc, c'est une question courte ou longue? Oui, vous disiez que bio, c'était à peu près positif, mais bio, ça veut dire sans pesticides ou d'origine d'une agriculture plus ou moins durable. Ça dépend dans quel sens, mais bio, ça ne veut pas toujours dire positif. On peut avoir des trucs bio qui viennent d'une parcelle de l'Amazonie qui a été complètement défrichée. Bien compris. Oui. Je suis d'accord.
Oui, merci. Donc voilà, la discussion se fera à travers le livre, mais aussi directement tout à l'heure, là, à l'instant, pour la dédicace. Rien d'autre à ajouter, nous sauvons les primates, donc voilà, à lire et puis à diffuser aussi, aller voir les zoos et puis emmener d'autres personnes à aller voir les zoos. Et peut-être on peut aussi, au sein de la région, aller voir les zoos, voir ce qu'ils font et voir comment ils préservent et ils communiquent. Merci. Merci à vous.